Une seule nuit de fête, des lustres de cristal par milliers, du champagne qui coule à flots, des robes brodées de fils d'or, et au petit matin, une facture si colossale qu'elle dépasse ce que 10 000 paysans français gagneront dans toute leur existence. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une légende, c'est un fait, inscrit noir sur blanc dans les livres de comptes de Versailles. Pendant que la cour dansait, des millions de Français n'avaient même pas de quoi acheter du sel. Pendant que Marie-Antoinette changeait de robe 3 fois par jour, des enfants mouraient de faim à quelques lieues du château. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que Louis XVI le savait. Il lisait les rapports, il connaissait les chiffres. Et pourtant, les fêtes ont continué, jusqu'au jour où le peuple a décidé de venir frapper à sa porte. Ce documentaire va vous révéler ce que les manuels d'histoire n'ont jamais osé vous montrer. Mais avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes passionné par les vérités cachées de l'histoire de France, abonnez-vous, parce que chaque semaine, on déterre ensemble ce qu'on a voulu vous faire oublier. Maintenant, remontons le temps. Direction Versailles, au cœur de l'opulence, la plus folle que l'Europe ait jamais connue. Nous sommes en 1783. Le soleil se lève sur Versailles, et dans ce château gigantesque, un rituel immuable va commencer. Un rituel si extravagant, si codifié, si éloigné de la réalité du royaume, qu'il semble appartenir à un autre monde. Il est 8 heures du matin. Louise XVI ouvre les yeux dans sa chambre, au mur tendu de soie. Mais le roi de France ne se lève pas seul. Jamais. Il ne s'est jamais levé seul de toute sa vie. Autour de son lit, plus de 50 personnes attendent déjà. Des nobles de haute lignée, des valets en livrée, des officiers de la chambre royale. Chacun a un rôle précis dans cette cérémonie qu'on appelle le lever du roi. L'un a le privilège de présenter la chemise de jour, un autre tend les bas de soie, un troisième ajuste la perruque poudrée, un quatrième présente les souliers à boucles d'argent. Ce ballet silencieux dure plus d'1 heure, et chaque matin, depuis plus d'1 siècle, il se répète exactement de la même façon. Les nobles qui participent à ce rituel ont payé des fortunes pour être là. Certains ont attendu des années avant d'obtenir ce privilège, car à Versailles, assister au lever du roi est un honneur suprême. Cela signifie qu'on existe. Cela signifie qu'on compte. Cela signifie qu'on pourra peut-être obtenir une pension, une faveur, un avancement. Les absents sont oubliés. Les présents sont remarqués. C'est la règle du jeu, et personne ne peut y échapper. Pendant que le roi s'habille, dans les cuisines du château, 300 cuisiniers et marmitons s'activent en faux depuis l'aube. Le petit déjeuner de la reine est en préparation. Marie-Antoinette prend son chocolat chaud chaque matin, servi dans de la porcelaine de Sèvres. Cette porcelaine est si fine qu'on peut voir la lumière à travers. Une seule tasse de ce service coûte plus cher que ce qu'un paysan français gagne en une année entière de travail. Marie-Antoinette en possède des centaines. Elle ne les compte pas. Elle ne connaît même pas leur valeur. Pour elle, ces objets font simplement partie du décor quotidien, et ce n'est que le début de la journée. À midi, la table royale est dressée dans la grande salle à manger. Le rituel du grand couvert commence. Le roi et la reine mangent en public, observés par des dizaines de courtisans qui se tiennent debout autour d'eux. Sur la table, 40 plats différents sont présentés, 40 plats pour 2 personnes, des viandes rôties de toutes sortes, des poissons en sauce, des pâtés monumentaux décorés comme des œuvres d'art, des légumes préparés de 10 façons différentes, des fruits confits venus des 4 coins du royaume, des desserts si élaborés qu'il faut des heures pour les préparer. Louis XVI mange peu. Il préfère la chasse et les travaux manuels aux banquets interminables. Il picore dans quelques plats, boit un verre de vin, puis se retire. Marie-Antoinette fait de même. Mais peu importe que le roi ait faim ou non, les 40 plats sont préparés quand même, chaque jour, sans exception. Ce qui n'est pas mangé est jeté aux ordures ou distribué aux domestiques. Personne ne trouve cela choquant.
C'est ainsi que les choses fonctionnent depuis toujours. La vaisselle utilisée pour un seul repas représente une fortune. Les couverts sont en or massif ou en vermeil. Les assiettes sont ornées des armes royales. Les verres sont en cristal de Bohême. Après chaque repas, des serviteurs spécialisés nettoient et rangent ces trésors avec des précautions infinies. Si une assiette se brise, on la remplace immédiatement. Le coût n'est jamais un problème. Madame Campan était la première femme de chambre de Marie-Antoinette. Elle a passé des années aux côtés de la reine, observant chaque détail de la vie à Versailles. Dans ses mémoires, elle a tout noté, les robes, les bijoux, les habitudes, les caprices. Elle écrit cette phrase qui résume tout. La reine ne pouvait concevoir qu'on pût vivre autrement. Elle croyait sincèrement que tout le royaume vivait dans une aisance semblable seulement à une échelle moindre. Marie-Antoinette pensait que tous les Français vivaient comme elle, simplement avec un peu moins de dorures, un peu moins de domestiques, un peu moins de robes. Elle imaginait que le paysan du Beauvaisis prenait lui aussi son chocolat le matin, dans une tasse plus modeste certes, mais une tasse quand même. Elle croyait que la misère était une exagération des philosophes et des mécontents. Elle se trompait terriblement. Le soir venu, Versailles s'illumine. Plus de 20 000 bougies sont allumées dans les galeries et les salons. 20 000 bougies chaque soir. Ces bougies ne sont pas en suif, comme celles des paysans. Elles sont en cire d'abeilles pures, parfumées à la fleur d'oranger ou à la lavande. Leur lumière est douce, leur odeur est exquise, leur coût est astronomique. Mais à Versailles, l'obscurité est une offense. Le château doit briller en permanence, comme un soleil qui ne se couche jamais. Dans la galerie des glaces, les courtisans se pressent pour être vus. Les femmes portent des robes si larges qu'elles ont du mal à passer les portes. Leurs coiffures atteignent parfois 1 mètre de hauteur, ornées de plumes, de fleurs, de bijoux, parfois même de petits navires ou de scènes de chasse miniatures. Ces coiffures sont si complexes qu'il faut des heures pour les réaliser. Les femmes dorment assises pour ne pas les abîmer. Elles ne se lavent pas les cheveux pendant des semaines. Mais qu'importe l'inconfort, à Versailles, l'apparence est tout. Et pendant que ce monde scintille de 1000 feux, à 150 km de là, une autre France existe. Une France que personne à Versailles n'a jamais vue. Une France où le mot « fête » n'existe pas. Une France où survivre jusqu'au lendemain est déjà une victoire. Au même moment, à 150 km de Versailles, une autre journée commence. Mais elle ne ressemble en rien à celle du château. Ici, il n'y a pas de lustre de cristal, il n'y a pas de porcelaine de Sèvres, il n'y a pas de robe brodée d'or, il n'y a que la terre, la sueur et la faim. Jean Moreau se lève avant le soleil. Il a 42 ans, mais son corps en paraît 60. Ses mains sont couvertes de cals épais comme du cuir. Son dos est voûté par des années de labour, courbé sur la charrue depuis l'âge de 7 ans. Ses dents sont pourries, ses yeux sont fatigués. Il tousse chaque matin, une toux grasse qui ne le quitte plus depuis des années. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il n'a jamais quitté son village, il n'a jamais vu Versailles, il n'a jamais vu Paris. Pour lui, le roi est une figure lointaine, presque mythique, dont on parle parfois à la messe du dimanche. Sa femme, Marie, est déjà debout. Elle prépare le seul repas de la journée. Une soupe aux légumes, faite avec ce qu'elle a pu trouver. Des navets, des choux, parfois quelques fèves quand la saison est bonne. Et du pain noir, compact, lourd comme une pierre. Ce pain n'est pas comme celui de Versailles. Il n'est pas fait de farine blanche et fine. Il est fait de seigle mélangé avec du son, parfois même avec de l'écorce d'arbre quand la farine manque. Quand on le coupe, il s'effrite à peine. Quand on le mâche, il colle aux dents. Mais c'est tout ce qu'ils ont. Et certains jours, ils n'ont même pas ça. La famille Moreau vit dans une maison d'une seule pièce. Le sol est en terre battue, humide et froid même en été.
Il n'y a pas de fenêtre, juste une ouverture dans le mur, bouchée par un morceau de toile quand il pleut. La lumière entre à peine. L'air sent la fumée, la crasse et les animaux. Car l'hiver, les Moreau dorment avec leurs 2 chèvres et leurs cochons. C'est la seule façon de ne pas mourir de froid. La chaleur des bêtes réchauffe la pièce. L'été, l'odeur devient insupportable, mais ils n'ont pas le choix. Ils ont toujours vécu comme ça. Leurs parents vivaient comme ça. Leurs grands-parents aussi. Jean Moreau travaille 16 heures par jour dans les champs. Mais ces champs ne lui appartiennent pas. Ils appartiennent au seigneur local, un noble qui vit la plupart du temps à Paris ou à Versailles. Jean ne l'a rencontré que 2 ou 3 fois dans toute sa vie. En échange de son travail, il reçoit une part de la récolte, une part si maigre qu'elle suffit à peine à nourrir ses 5 enfants. Et encore, quand la récolte est bonne, quand il y a de la grêle, de la sécheresse ou des inondations, il ne reçoit presque rien. Mais il doit quand même payer, car Jean Moreau paie beaucoup d'impôts. Il paie la taille, l'impôt royal sur les terres. Il paie la gabelle, l'impôt sur le sel, si élevé que beaucoup de familles ne peuvent plus en acheter. Il paie la dîme, l'impôt dû à l'Église, qui représente 1/10 de sa récolte. Il paie les droits seigneuriaux, ces taxes féodales que le seigneur prélève pour le droit de moudre le grain, de cuire le pain, de traverser le pont, de vendre au marché. Quand il a fini de payer tout le monde, il ne lui reste presque rien. Certaines années, il lui reste moins que rien. Alors il emprunte et les dettes s'accumulent. Son revenu annuel est d'environ 30 livres. 30 livres pour une année entière de travail. 30 livres pour nourrir 7 personnes. 30 livres pour se vêtir, se chauffer, se soigner. À Versailles, 30 livres, c'est le prix d'une paire de chaussures pour un courtisan. C'est le prix d'un bouquet de fleurs pour la chambre de la reine. C'est le prix de quelques bougies parfumées. À Versailles, personne ne remarquerait la disparition de 30 livres. Dans le Beauvaisis, 30 livres représentent la différence entre la vie et la mort. Dans un coin de la maison, le plus jeune fils des Moreau tousse. Il s'appelle Pierre. Il a 6 ans. Cette toux ne passe pas depuis des semaines. Elle empire chaque jour. Marie sait ce que c'est. Elle a déjà vu ses symptômes. Elle a déjà perdu 2 enfants de la même façon. La tuberculose, la maladie des pauvres. Elle se propage dans les maisons humides et mal aérées. Elle tue lentement, cruellement. Il faudrait un médecin, mais les médecins coûtent même coûtent cher, beaucoup trop cher. Alors Marie prie. Elle allume un cierge à l'église le dimanche. Elle demande à la Vierge de sauver son fils. C'est tout ce qu'elle peut faire. Les cahiers de doléances de 1789 ont conservé des milliers de témoignages, comme celui de la famille Moreau. Ces cahiers étaient des registres où les Français pouvaient écrire leurs plaintes avant les États généraux. Pour la première fois, le roi demandait au peuple ce qui n'allait pas, et le peuple a répondu, massivement, désespérément. Dans le bailliage de Beauvais, un paysan anonyme a écrit cette phrase qui résume tout. « Nous ne demandons pas à vivre comme des seigneurs. Nous demandons seulement à ne pas mourir de faim en travaillant 16 heures par jour. » Un autre a écrit « Nos enfants pleurent de faim et nous n'avons rien à leur donner. Pendant ce temps, on nous dit que le roi donne des fêtes qui coûtent plus, que notre village entier ne gagnera jamais. » Un troisième a noté « Nous payons pour tout, pour le sel, pour le pain, pour le droit de vivre, et ceux qui ne paient rien sont ceux qui ont tout. » Ces paysans ne demandaient pas la révolution. Ils ne rêvaient pas de renverser le roi. Ils voulaient simplement manger. Ils voulaient que leurs enfants survivent. Ils voulaient un peu de justice dans un monde qui semblait en avoir oublié le sens. Maintenant, faisons le calcul. Un calcul simple, mais qui change tout. En 1782, Versailles organise une grande fête en l'honneur du grand-duc de Russie. Une seule soirée de festivités. Les archives du château ont conservé toutes les factures. Le total dépasse 100 000 livres. 100 000 livres pour une nuit de danse, de musique, de champagne et de feux d'artifice. Le revenu annuel d'un paysan français est d'environ 30 livres.
Cela signifie qu'une seule fête à Versailles coûte l'équivalent de plus de 3000 années de travail paysan. En une nuit, la cour dépense ce que 10 000 paysans ne gagneront jamais de toute leur vie, même en travaillant du lever au coucher du soleil, même en se privant de tout, même en sacrifiant leur santé et leur jeunesse. Et ce n'est qu'une fête parmi des dizaines. Comment la monarchie française en est-elle arrivée là? Comment un royaume entier a-t-il pu accepter un tel écart entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien? Pour comprendre, il faut remonter un siècle en arrière. Il faut revenir à l'homme qui a tout inventé, l'homme qui a construit ce système, l'homme qui a transformé Versailles en piège. Son nom est Louis XIV, le roi Soleil. Louis XIV a régné 72 ans sur la France. C'est le plus long règne de toute l'histoire du pays. Pendant ces 7 décennies, il a façonné le royaume à son image. Il a bâti Versailles, il a imposé l'étiquette, il a créé un système d'une efficacité redoutable, un système conçu pour une seule chose, contrôler la noblesse française et l'empêcher de jamais se révolter contre le roi. Avant Louis XIV, les nobles vivaient sur leurs terres. Ils avaient des châteaux, des armées privées, des fortunes considérables. Ils avaient du pouvoir, beaucoup de pouvoir, parfois plus que le roi lui-même, et ils n'hésitaient pas à s'en servir. Pendant la Fronde, cette guerre civile qui a déchiré la France entre 1648 et 1653, les grands seigneurs se sont révoltés contre la couronne. Le jeune Louis XIV, qui n'avait que 10 ans, a dû fuir Paris en pleine nuit avec sa mère. Il a dormi sur de la paille dans des auberges de campagne. Il a eu faim, il a eu peur, il a été humilié par ses propres sujets. Louis XIV n'a jamais oublié cette nuit-là, jamais. Et toute sa vie, il a travaillé pour que cela ne se reproduise plus. Alors il a inventé Versailles. Ce château n'était pas seulement une résidence royale, c'était une machine politique, une arme de contrôle. Louis XIV a obligé toute la ex-haute noblesse de France à venir y vivre. Pas par la force, pas par la menace, par quelque chose de bien plus puissant et de bien plus subtil, la vanité. À Versailles, il fallait être vu pour exister. Il fallait assister au lever du roi chaque matin. Il fallait être présent à son coucher chaque soir. Il fallait participer aux chasses, aux bals, aux cérémonies. Celui qui n'était pas là était oublié. Celui qui partait trop longtemps de la cour perdait sa place, ses pensions, son influence. Louis XIV avait une mémoire extraordinaire. Il remarquait chaque absence, il notait chaque défection, et il punissait en silence, simplement en ignorant ceux qu'il avait ignorés. Pour exister à Versailles, il fallait dépenser, énormément, follement. Les nobles devaient porter des habits brodés d'or et d'argent qui coûtaient des fortunes. Ils devaient entretenir des appartements luxueux dans le château. Ils devaient donner des réceptions somptueuses. Ils devaient offrir des cadeaux au roi, à la reine, aux favorites. Ils devaient maintenir un train de vie extravagant pour ne pas perdre la face. Ceux qui ne pouvaient pas suivre étaient moqués, humiliés, écartés des cercles du pouvoir. En quelques années, les plus grandes familles de France se sont ruinées. Des dynasties qui possédaient des terres depuis des siècles ont dû vendre leurs domaines pour payer leurs tailleurs et leurs perruquiers. Des nobles qui commandaient autrefois des armées sont devenus des mendiants en habits de soie, quémandant des pensions au roi pour survivre. C'était exactement ce que Louis XIV voulait. Le duc de Saint-Simon était un observateur attentif de la cour. Il a passé sa vie à Versailles, notant tout ce qu'il voyait dans ses mémoires. Il a compris le système mieux que personne. Il écrit cette phrase terrible. Le roi avait compris que ruiner les grands, c'était les tenir. Mais ses successeurs ont oublié que cette ruine, un jour, deviendrait la leur. Car voici le problème que Louis XIV n'avait pas prévu. Une fois ruinés, les nobles sont devenus totalement dépendants du roi. Ils avaient assez besoin de ses pensions pour payer leurs dettes. Ils avaient besoin de ses faveurs pour maintenir leur rang. Ils avaient besoin de ses cadeaux pour ne pas sombrer dans la misère.
Il ne pouvait plus se révolter, mais il ne pouvait plus non plus accepter la moindre réforme qui réduirait leurs privilèges. Car sans ces privilèges, sans les exemptions d'impôts, sans les droits féodaux, sans les pensions royales, il n'était plus rien. Le système s'est figé. Ce qui avait été une arme de contrôle est devenu une prison. Une prison pour la noblesse, bien sûr, mais aussi une prison pour le roi lui-même. Quand Louis XVI monte sur le trône en 1774, il hérite de ce système. Il a 20 ans. Il est timide, gauche, mal à l'aise en public. Il n'aime pas les intrigues de cour. Il n'aime pas les cérémonies interminables. Il n'aime pas les courtisans qui le flattent du matin au soir. Il préfère la chasse et les travaux manuels. Il passe des heures dans son atelier de serrurerie à fabriquer des clés et des verrous avec une patience infinie. Certains historiens pensent qu'il cherchait là une échappatoire, un monde qu'il pouvait contrôler, où chaque pièce avait sa place, où chaque mécanisme obéissait à des règles logiques, contrairement au monde de Versailles, où rien n'avait de sens. Louis XVI sait que quelque chose ne va pas dans le royaume. Il lit les rapports de ses ministres. Les chiffres sont accablants. La France est endettée comme jamais. Les guerres de son prédécesseur, Louis XV, ont vidé les caisses royales. L'aide financière apportée aux révolutionnaires américains dans leur guerre d'indépendance a coûté une fortune colossale. Le déficit se creuse chaque année un peu plus. Les intérêts de la dette dévorent une part croissante du budget. Louis VII comprend qu'il faut réformer. Il comprend qu'il faut changer les choses. Mais comment ? Comment réduire les dépenses de là-haut, de la cour, sans provoquer une révolte des courtisans? Comment taxer la noblesse sans déclencher une nouvelle fronde? Comment toucher aux privilèges de l'Église sans s'attirer les foudres du clergé? Chaque réforme menace quelqu'un, et ce quelqu'un vit à Versailles, à 2 pas du roi, murmurant à son oreille chaque jour « Louis XVI est prisonnier, prisonnier d'un système qu'il n'a pas créé, prisonnier d'une machine qu'il ne comprend pas vraiment, prisonnier d'une cour qui refuse tout changement. Il voudrait être un bon roi, il voudrait soulager la misère de son peuple, mais chaque fois qu'il essaie d'agir, il se heurte à un mur. Le mur des privilèges, le mur des intérêts, le mur de Versailles. Et pourtant, certains hommes ont essayé de briser ce mur. Certains ministres ont tenté l'impossible. Ils ont proposé des réformes audacieuses qui auraient pu tout changer, qui auraient pu sauver la monarchie, qui auraient pu éviter la Révolution, mais la cour les a dévorés, un par un. Le premier s'appelait Turgot. Anne Robert, Jacques Turgot, était un homme des Lumières, un ami de Voltaire, un disciple des philosophes. Il croyait en la raison, en le progrès, en la possibilité de changer le monde par les idées. En 1774, quelques mois après l'accession de Louis XVI au trône, il devient contrôleur général des finances. Il a 50 ans. Il sait que le temps presse. Il sait que le royaume court à la catastrophe. Et il est déterminé à agir vite. Turgot propose des réformes radicales. Il veut supprimer les privilèges fiscaux de la noblesse et du clergé. Il veut que tout le monde paie des impôts, y compris ceux qui n'ont jamais rien payé. Il veut abolir les corporations qui étouffent l'économie et empêchent les artisans de travailler librement. Il veut libéraliser le commerce du grain pour faire baisser le prix du pain. Il veut réduire les dépenses de la cour, supprimer les pensions inutiles, rationaliser l'administration. En quelques mois, il élabore un programme complet de modernisation du royaume. Ces réformes auraient pu sauver la monarchie. Elles auraient pu éviter la Révolution. Elles auraient pu changer le cours de l'histoire de France. Elles n'ont jamais été appliquées. Dès que Turgot annonce ses projets, la cour se déchaîne contre lui. Les nobles voient leurs privilèges menacés. Les parlements voient leur pouvoir remis en question. Les financiers voient leurs profits compromis. Les courtisans voient leurs pensions en danger. Tous ceux qui profitent du système se liguent contre ce ministre qui ose vouloir le changer. Marie-Antoinette elle-même intervient auprès du roi.
Elle déteste Turgot, qui veut réduire les dépenses de sa maison. Elle le trouve arrogant, méprisant, insupportable. Elle murmure à l'oreille de Louis XVI, elle pleure, elle supplie, elle menace. Les pamphlets circulent dans Paris. On accuse Turgot de vouloir affamer le peuple avec sa libéralisation du commerce des grains. On l'accuse d'être un ennemi de l'Église. On l'accuse de vouloir détruire l'ordre établi. La pression devient insupportable. Louis XVI hésite. Il sait que Turgot a raison. Il sait que ces réformes sont nécessaires. Mais il n'a pas la force de résister à sa cour. Il n'a pas le courage d'affronter sa femme. Il n'a pas l'énergie de se battre contre tout le monde. Après seulement 20 mois, Louis XVI cède. Il renvoie Turgot. Dans sa lettre de démission, le ministre écrit ces mots prophétiques. « Sire, je n'ai contre moi que les privilégiés. Mais les privilégiés, c'est tout le monde autour de vous. » Il ajoute cette phrase terrible. « N'oubliez jamais que c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur le billot. » Turgot savait ce qui allait arriver. Il l'avait prédit. Mais personne ne l'a écouté. Après Turgot vient Necker. Jacques Necker est un banquier genevois. Brillant, ambitieux, sûr de lui. Il a fait fortune dans la finance et il croit pouvoir appliquer les méthodes du commerce privé aux affaires du royaume. En 1777, il devient directeur général des finances. Et en 1781, il fait quelque chose d'inédit dans l'histoire de France. Il publie le compte rendu au roi. C'est le premier budget public jamais présenté au peuple français. Pour la première fois, les Français découvrent comment leur argent est dépensé. Ils découvrent que les pensions versées aux courtisans dépassent 28 millions de livres par an. 28 millions pour entretenir quelques centaines de nobles oisifs à Versailles, pendant que des millions de paysans n'ont pas de quoi manger. Ils découvrent que la maison de la reine coûte 6 millions de livres par an. Ils découvrent que certains princes du sang reçoivent des pensions de plusieurs centaines de milliers de livres pour le simple fait d'exister. Le scandale est immense. Le compte-rendu se vend à des milliers d'exemplaires. On le lit dans les salons de Paris, on en discute dans les cafés, on le commente dans les gazettes. Le peuple est furieux de découvrir où va son argent. La noblesse est furieuse que Necker ait osé exposer ses privilèges au grand jour. Tout le monde est furieux, mais pour des raisons opposées. Quelques mois plus tard, Necker est renvoyé. Comme Turgot avant lui, puis vient Calonne. Charles-Alexandre de Calonne est un homme très différent de ses prédécesseurs. Au lieu de réduire les dépenses, il décide de les augmenter. Sa théorie est simple et audacieuse. En dépensant plus, en montrant que le royaume est prospère, il va rassurer les créanciers et relancer l'économie. C'est une fuite en avant, un pari désespéré, un mensonge colossal. Pendant 4 ans, Calonne emprunte des sommes astronomiques. Il organise des fêtes somptueuses. Il encourage Marie-Antoinette dans ses dépenses. Il convainc Louis XVI que tout va bien, que les finances se redressent, que l'avenir est radieux. Le roi veut le croire. Il a besoin de le croire. Alors il ferme les yeux. Puis en 1787, Calonne n'a plus le choix. Les créanciers réclament leur argent. Les caisses sont vides. Il doit avouer la vérité au roi. Le déficit atteint 112 millions de livres. C'est 20% du budget total du royaume. La France est au bord de la faillite. Louis XVI aurait réagi avec une stupeur totale. Selon les témoins présents dans la pièce, il a demandé « Mais c'est énorme. Comment en sommes-nous arrivés là ?» Calonne aurait baissé les yeux et murmuré « Sire, vous le savez aussi bien que moi. » Le roi savait. Il avait toujours su, mais il avait préféré ne pas voir. Pendant toutes ces années, Marie-Antoinette a continué de dépenser. Il serait facile d'en faire le bouc émissaire de cette histoire. C'est ce que les révolutionnaires feront plus tard. C'est ce que les pamphlets répètent déjà dans les rues de Paris. Madame Déficit, l'appelle-t-on. L'Autrichienne qui ruine la France. Mais la réalité est plus complexe. Marie-Antoinette est arrivée à Versailles à 14 ans. Elle a quitté Vienne, sa mère, ses frères et sœurs, tout ce qu'elle connaissait, pour épouser un prince qu'elle n'avait jamais rencontré.
Un prince qui, pendant 7 ans, n'a pas réussi à consommer leur mariage. Louis XVI souffrait d'un phimosis, un problème médical qui rendait les relations intimes extrêmement douloureuses. Pendant 7 ans, Marie-Antoinette a été humiliée, moquée, soupçonnée de stérilité. Sa propre mère lui écrivait des lettres accablantes, lui reprochant de ne pas donner d'héritier à la France. Dans une lettre de 1775, l'impératrice Marie-Thérèse écrit à sa fille « Vous dépensez trop, ma fille, vous vous faites des ennemis, je tremble pour votre avenir. » Et Marie-Antoinette répond cette phrase qui explique tout. « Que voulez-vous que je fasse, madame ? Ici, si l'on ne brille pas, on n'existe pas. » Elle avait compris le piège de Versailles. Elle n'avait pas d'autre pouvoir que celui de sa beauté et de son faste. Alors elle a joué le jeu, jusqu'à l'excès. Puis en 1785 est venue l'affaire du collier, une escroquerie impliquant un cardinal crédule, une aventurière sans scrupules et un collier de diamants d'1 600 000 livres. Marie-Antoinette n'a jamais commandé ce collier. Elle est totalement innocente, mais personne ne la croit, parce que ce montant astronomique correspond exactement à l'image que le peuple a d'elle, une reine capable de tout pour un bijou. Mirabeau écrit dans une lettre privée « La reine est innocente dans cette affaire, mais elle est coupable d'avoir rendu cette histoire crédible. » Après 1785, la monarchie a perdu toute crédibilité. Il ne reste plus qu'à attendre l'étincelle. Nous sommes le 5 octobre 1789. Le soleil se lève sur Paris, mais personne ne le remarque. Il pleut depuis l'aube. Une pluie froide, obstinée, qui trempe les os et glace les cœurs. Et dans cette pluie, devant l'hôtel de ville, une foule se rassemble. Ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des députés, ce ne sont pas des révolutionnaires en uniforme. Ce sont des femmes, des milliers de femmes. Elles sont poissonnières aux halles, lavandières sur les bords de la Seine, ouvrières dans les ateliers, mères de famille dans les quartiers pauvres. Elles ont quitté leur maison avant l'aube. Certaines portent des pics, des fourches, des couteaux de cuisine. D'autres portent des nourrissons silencieux contre leur poitrine. Leurs vêtements sont déjà trempés. Leurs visages sont tendus par la colère et la fatigue. Mais aucune d'entre elles ne songe à rentrer chez elles. Elles ont un seul mot à la bouche, un seul cri qui monte de leur rang, du pain. Depuis des mois, le prix du pain ne cesse d'augmenter à Paris. Une miche coûte désormais plus de la moitié du salaire journalier d'un ouvrier. Les boulangeries sont vides avant midi. Les rumeurs les plus folles circulent dans les quartiers populaires. On dit que les aristocrates cachent le grain dans leur grenier pour affamer le peuple. On dit que la reine fait jeter du blé dans la Seine pour faire monter les prix. On dit qu'à Versailles, les fêtes continuent chaque soir comme si de rien n'était. On dit que Marie-Antoinette a ri en apprenant que les Parisiens manquaient de pain. Alors les femmes ont décidé d'agir. Puisque le roi ne vient pas à elles, elles iront au roi. La marche commence vers 8 heures du matin. Elles sont 6 000 au départ, peut-être 10 000 à l'arrivée. 20 kilomètres à parcourir sous la pluie battante, 20 kilomètres de boue, de fatigue, de colère accumulée. Les pieds s'enfoncent dans les flaques, les jupes sont alourdies par l'eau. Mais personne ne ralentit, personne n'abandonne. Cette colère vient de trop loin. Elle a été nourrie par des siècles d'injustice, de mépris, de silence. Elle ne peut plus être contenue. Quand la foule arrive devant les grilles de Versailles, la nuit est déjà tombée. Le château brille de 1000 lumières derrière ses fenêtres. Les lustres de cristal scintillent. Les bougies parfumées répandent leur lueur dorée. C'est un autre monde. Un monde qui semble appartenir à une autre planète. Un monde qui n'a jamais connu la faim, ni la pluie, ni la boue. Les femmes crient, elles hurlent, elles exigent de voir le roi. Elles veulent du pain. Elles veulent que Louis XVI revienne à Paris. Elles veulent qu'il vive parmi son peuple, qu'il voie enfin ce que signifie avoir faim. Louis XIII hésite, il parlemente, il envoie des émissaires, il promet du grain, des réformes, des changements. Mais les promesses ne suffisent plus.
Il est trop tard pour les paroles. À l'aube du 6 octobre, la foule envahit le château. Des hommes armés se sont mêlés aux femmes pendant la nuit. Ils forcent les portes, ils traversent les couloirs, ils montent les escaliers de marbre en courant. 2 gardes du corps sont massacrés. Leurs têtes sont plantées sur des pics. Marie-Antoinette échappe de justesse en fuyant en chemise de nuit par un passage secret vers les appartements du roi. Elle arrive pieds nus, tremblante, terrifiée. Pour la première fois de sa vie, elle comprend ce que signifie avoir peur. Quelques heures plus tard, la famille royale monte dans un carrosse. Autour d'eux, la foule danse et hurle. Un témoin anonyme a noté cette scène dans les archives parlementaires. Les femmes criaient « Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron ». Mais dans leurs yeux, il n'y avait pas de joie, seulement une colère froide accumulée pendant des générations. Ce jour-là, Louis XVI quitte Versailles pour toujours. Il ne reverra jamais ce château où il est né, où il a grandi, où il a cru que le monde resterait éternellement immobile. Il ne reverra jamais la galerie des glaces, ni les jardins de Lenôtre, ni son atelier de serrurerie. Tout cela appartient désormais au passé, un passé qui vient de mourir sous la pluie d'octobre. 3 ans plus tard, en décembre 1792, Louis XVI comparaît devant la Convention nationale. Il n'est plus roi de France. Il n'est plus Louis XVI. Il est Louis Capet, simple citoyen, accusé de trahison envers la nation. Et parmi les preuves présentées contre lui, il y a les livres de comptes de Versailles. Les révolutionnaires lisent à haute voix les factures des robes de Marie-Antoinette. Ils énumèrent le coût des fêtes, des bijoux, des rénovations. Ils calculent, comme nous l'avons fait, combien de familles paysannes auraient pu vivre avec cet argent. Chaque chiffre est une accusation. Chaque dépense est un crime. Louis XVI écoute en silence. Il ne nie rien. Il ne peut rien nier. Les archives sont là, sous les yeux de tous. Quand on lui demande de se justifier, il répond simplement « Je n'ai jamais voulu le malheur de mon peuple ». C'était probablement vrai. Louis XVI n'était pas un tyran. Il n'était ni cruel, ni particulièrement avide. Il aimait son peuple, à sa manière. Il voulait être un bon roi. Mais il n'a jamais compris ce que cela signifiait vraiment. Il était aveugle. Aveugle parce que Versailles l'avait rendu aveugle. Aveugle parce que tout autour de lui conspirait à maintenir l'illusion. Et quand l'illusion s'est effondrée, il était trop tard pour ouvrir les yeux. Le 21 janvier 1793, Louis XVI monte sur l'échafaud. Ses derniers mots auraient été « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que mon sang ne retombe jamais sur la France. » La lame de la guillotine tombe. La foule reste silencieuse un instant, puis elle éclate en cris de joie. 9 mois plus tard, Marie-Antoinette le rejoint sur l'échafaud. Elle a 37 ans. Ses cheveux sont devenus blancs. Aujourd'hui, 8 millions de visiteurs traversent chaque année les salons de Versailles. Ils admirent les dorures, les lustres, les fresques. Ils photographient la galerie des glaces. Ils se promènent dans les jardins. Ils visitent le petit Trianon et le hameau de la Reine. Mais combien d'entre eux s'arrêtent pour penser à ceux qui ne sont jamais entrés ici, à ces millions de paysans français dont le travail a financé chaque bougie, chaque miroir, chaque fil d'or? L'histoire ne juge pas, elle se contente d'enregistrer. Mais parfois, les chiffres parlent plus fort que les discours. Et ce qu'ils nous disent, c'est que les révolutions ne naissent pas seulement de la colère. Elles naissent de l'oubli, de cet instant précis où ceux qui gouvernent cessent de voir ceux qui souffrent, de ce moment où la distance entre le palais et la chaumière devient si immense qu'elle cesse d'être humainement compréhensible. Louis XVI aimait fabriquer des serrures. Il passait des heures dans son atelier, créant des mécanismes complexes, ajustant des clés et des verrous avec une patience infinie. Peut-être cherchait-il, sans le savoir, une porte de sortie, une issue vers un monde qu'il aurait pu comprendre.
Mais toutes les portes de Versailles menaient au même endroit, vers un royaume qu'il ne connaissait pas, vers un peuple qu'il n'avait jamais rencontré, vers un destin qu'il n'a jamais vu venir. Le silence de Versailles a duré 100 ans, puis il s'est brisé par une nuit d'octobre, sous la pluie, dans les cris de milliers de femmes affamées. Ce silence résonne encore aujourd'hui dans les couloirs vides du château. Il nous rappelle une vérité simple, mais terrible. Les chiffres finissent toujours par parler. Et quand ils parlent, il est souvent trop tard pour répondre. Et voilà comment un royaume s'est effondré. Non pas sous les coups d'une armée étrangère, mais sous le poids de ses propres contradictions. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui aime l'histoire de France. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans les coulisses oubliées de notre passé. Et dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans ce documentaire. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les vérités cachées de l'histoire.